Vidéo de méthodologie sur la construction du schéma. Alors en SVT, on va retrouver différents types de schémas. Il va y avoir le croquis, qu'on peut aussi appeler le dessin d'observation. On peut retrouver aussi le schéma dit fonctionnel. Donc c'est un schéma qui va montrer comment fonctionne un mécanisme. Nous allons voir dans cette vidéo les deux types de schémas que l'on peut retrouver et comment les faire, quels sont les critères à respecter pour qu'ils soient réussis. Tout d'abord, commençons par le croquis ou dessin d'observation. Si on nous demande de schématiser, dessiner la tête à Toto, voici ce qu'on peut régulièrement observer de la part des élèves. On va avoir un croquis, un dessin qui va manquer de précision, qui ne ressemblera pas forcément à la réalité, qui sera peu soigné, donc un dessin globalement brouillon, pour lesquels les légendes, même si elles sont présentes, sont peu soignées, les traits de légende ne sont pas tracés à la règle, ce qui rend le schéma ou le dessin brouillon. La légende peut être éparpillée de partout, ce qui fait qu'on manque un petit peu de clarté avec un titre incomplet. Donc il y a beaucoup trop de choses qui ne sont pas respectées, qui ne permettent pas de rendre le croquis, le dessin d'observation lisible. Donc ce type de schéma, de dessin, il faut le bannir. Voici ce qu'il aurait fallu faire. Faire une tête à Toto qui soit bien ronde avec ses deux yeux, sa bouche, et des légendes qui soient bien claires, bien placées. Donc on peut en mettre à gauche et à droite, des légendes ce n'est pas un problème, mais il faut que les traits de légende soient tracés à la règle et qu'ils pointent vraiment vers les objets qu'ils désignent. Les yeux vont avoir un trait de légende qui vont pointer vers les yeux, et le nom de ce qui est montré sur la légende doit être marqué à côté du trait de légende. On écrit rarement sur le trait de légende, ce qui pourrait surcharger le croquis ou le dessin et le rendre moins propre, moins lisible. Voici les quelques critères à respecter. Donc ici, il faut que le dessin soit soigné, qu'il ressemble le plus possible à la réalité, en respectant si nécessaire les proportions. Les flèches des légendes doivent être tracées à la règle. Les légendes doivent être complètes avec la bonne orthographe. On évite les grosses fautes d'orthographe, notamment pour les mots nouveaux ou les mots scientifiques qui font partie du vocabulaire à apprendre. Et il faut bien évidemment qu'il y ait un titre. On met toujours un titre quand on représente quelque chose. Donc ici, le titre va donner le type de schématisation, ici un dessin d'observation, et ce dessin d'observation représente la tête à Toto. Ici est indiqué un grossissement, parce qu'en règle générale, quand on fait un dessin ou un croquis, c'est pour une observation microscopique. Donc il faut indiquer à quel grossissement nous avons observé au microscope. Voici les différents critères d'évaluation et les indicateurs pour réussir votre croquis. Donc le croquis doit représenter ce qui est observé, soit au microscope, soit à l'œil nu. Donc, tous les éléments que vous voyez dans le microscope ou l'objet que vous devez schématiser doivent être présents et sont correctement positionnés en étant le plus proche possible de la réalité. Donc c'est là l'exercice le plus compliqué de cette méthodologie, c'est de réussir à faire quelque chose de très ressemblant. Parfois on n'est pas très fort en dessin, je l'accorde, mais ça n'empêche pas qu'on peut prendre le temps de représenter exactement ce qu'on voit. Ensuite, il faut que le croquis soit le plus lisible possible. C'est-à-dire, il y a trois indicateurs à respecter. Le croquis doit être soigné et propre. On évite les grosses traces de gomme, on évite que la feuille soit froissée. Et il faut que ce soit le plus clair possible, avec une légende bien placée pour que ce soit lisible. Ensuite, la légende doit indiquer chaque élément dessiné sur votre croquis ou votre dessin. Comme là pour l'exemple de la tête à Toto, on met une légende pour les yeux, la bouche et la tête. Et enfin, on finit toujours par donner un titre qui est cohérent avec ce que montre le croquis. Donc un dessin montrant et on indique ce qu'on montre. Maintenant concernant le schéma fonctionnel. Ici par exemple, nous allons prendre comme consigne de schématiser la façon dont se paye un objet à la caisse. Pour faire un schéma fonctionnel qui va montrer un mécanisme dynamique, donc quelque chose qui peut entre guillemets bouger, il va falloir trouver un moyen de montrer comment se fait ce dynamisme. Donc tout d'abord, quand on fait un schéma, quoi qu'il arrive, un peu comme en géographie quand on fait une carte, on commence toujours par construire une légende. Donc là ici, pour schématiser la façon dont se paye un objet à la caisse, quand on achète quelque chose, qui intervient dans ce mécanisme? On va avoir ici des personnes, d'accord? Pour les personnes présentes, nous aurons un vendeur et un acheteur. Le vendeur et l'acheteur, ils vont du coup au moment d'acheter l'objet, ils vont devoir s'échanger de l'argent. Donc il va falloir représenter aussi l'argent sur le schéma.
Bien évidemment, le vendeur et l'acheteur ne vont pas donner ou recevoir la même quantité d'argent, donc on va pouvoir représenter une quantité faible d'argent, une quantité importante d'argent, et enfin on va pouvoir montrer aussi les étapes dans lesquelles se font les différentes actions. Maintenant que nous savons ce que nous voulons représenter sur le schéma, il va falloir trouver des manières de les représenter. Les personnes, on va essayer de faire quelque chose de très simple, on va les représenter par des formes, ici un carré. Pour différencier le vendeur et l'acheteur, qui sont deux personnes, on peut utiliser par exemple des couleurs, donc le rouge pour le vendeur, du bleu pour l'acheteur. L'argent est quelque chose qui va circuler entre les deux personnes au moment de payer, donc on va donner de l'argent, on va recevoir de la monnaie, donc on peut représenter cet argent sous la forme d'un symbole. Ici par exemple une flèche qui va en plus montrer dans quel sens est échangé cet élément. Pour savoir si on donne beaucoup d'argent ou si on reçoit peu d'argent, on va pouvoir schématiser cette flèche avec différentes épaisseurs. Donc un trait fin pour montrer qu'on a peu d'argent circule du moins. Un trait, une flèche plus épaisse pour montrer que beaucoup d'argent va circuler d'un endroit à un autre. Et enfin, pour les étapes, on va faire simple, on va mettre des numéros pour savoir dans quel sens, dans quel ordre se font les différents mécanismes. Maintenant que nous avons la légende, il va falloir construire le schéma avec les éléments de la légende. Donc, nous sommes à la caisse, il va falloir représenter le vendeur et l'acheteur l'un en face de l'autre. C'est généralement ce qui se passe. Quand on paye l'objet, qu'est-ce qui va se passer? L'acheteur va donner de l'argent au vendeur. Généralement, on va donner par exemple un billet. Pour payer un objet qui a coûté 17 €, nous allons donner par exemple un billet de 20 €. Donc on va donner beaucoup d'argent. Je fais une grosse flèche qui va de l'acheteur vers le vendeur. Le vendeur, en échange, va nous rendre de la monnaie. Il va nous rendre un petit peu d'argent. Donc on va faire une flèche qui est beaucoup plus fine. Donc là, avec l'animation, on voit très bien dans quel ordre se font les différentes actions. Par contre, sur le papier, ça va être plus compliqué. Donc il va falloir, par exemple, mettre ici des numéros pour savoir quelle étape se fait en premier, quelle étape se fait en deuxième, etc. Donc en premier, on a vu que c'était l'acheteur qui donnait de l'argent, beaucoup d'argent au vendeur, et en échange, le vendeur va rendre un petit peu d'argent, la monnaie, à l'acheteur. Donc on peut mettre un numéro 1 pour la grosse flèche, un numéro 2 pour la petite flèche. Et comme on a représenté un schéma ici où on n'arrive pas forcément à identifier facilement qui est vendeur, qui est acheteur, ce que signifie la flèche, on met quand même un titre, comme d'habitude, pour savoir de quoi parle notre schéma. Donc ici c'est un schéma fonctionnel, parce qu'il montre comment fonctionne l'action de payer. Donc un schéma fonctionnel de l'achat d'un objet à la caisse. Quels sont les critères et les indicateurs de réussite qui seront pris en compte au moment de l'évaluation? Donc tout d'abord, on va regarder que le schéma fonctionnel est lisible. Donc le schéma doit être soigné, propre et clair, un peu comme le croquis. On a une légende qui va indiquer la signification des formes et des symboles qu'on a utilisés. Et on va donner un titre qui est cohérent avec ce que montre le schéma. Ensuite, ce qui va être pris en compte en plus du croquis, c'est que le schéma ici représente le mécanisme étudié. Donc tous les éléments que l'on a mis en légende sont présents dans le schéma et sont correctement positionnés les uns par rapport aux autres. Ensuite, les éléments vont être représentés par des formes simples avec des couleurs. Donc ici, on a pris deux personnes, donc des carrés qu'on a représentés pour les personnes, et comme c'est deux personnes différentes, on peut utiliser ici des couleurs différentes. Et enfin, les relations qu'il va y avoir entre ces différents objets, entre ces différents éléments, peuvent être représentées par des symboles. Donc ici, la relation entre le vendeur et l'acheteur, ça va être l'argent, et cette relation d'argent a été symbolisée ici, par exemple, par une flèche. Donc si vous respectez bien ces 6 indicateurs, ou ces 2 grands critères de réussite, le schéma fonctionnel sera largement réussi.